n'arrive pas comme ça sur une ligne de front ou sur un terrain de guerre sans autorisation, sans avoir un petit peu verrouillé un certain nombre d'accès alors qu'il y a des combats qui sont en cours. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Retex, le premier depuis la rentrée. Vous savez, ici, l'idée c'est d'en savoir un petit peu plus sur les dessous du métier de journaliste en terrain de guerre, en zone sensible. Et aujourd'hui, pour l'occasion, pour savoir un peu plus sur ce qui se passe derrière, tout ce qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas, je suis avec Nicolas Teillard. Salut Nicolas. Salut Margot. Est-ce que tu peux te présenter Nicolas pour nous ? Alors moi je suis journaliste à France Info depuis un peu plus de 10 ans déjà. J'ai fait plusieurs postes et notamment du fil rouge, c'est-à-dire tenir à l'antenne sur une tranche, que ce soit le matin, le midi, le soir. Moi je faisais ça entre 17h et 20h et je suis maintenant à la rédaction internationale où j'ai une chronique quotidienne sur France Info autour de l'actu internationale. Ça s'appelle D'un monde à l'autre. Pour France Info, tu étais à Beyrouth il n'y a pas si longtemps, juste après l'offensive israélienne qui a mené à la mort du chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Et justement, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. On va un petit peu parler de tout ça. Si tu es prêt, on va écouter quelques extraits de tes directs, de reportages, et puis je te fais réagir dessus. Ok. On y va ? Allez. On a appris ce matin que le chef du Hamas au Liban avait été tué dans un raid sur le sud du pays, frappe sur un camp de réfugiés palestiniens, frappe israélienne qui a également visé un immeuble résidentiel de Beyrouth la nuit dernière. C'était peu après 1h du matin, il était minuit en France. Alors on l'entend, donc là tu es là-bas au Liban. Est-ce que déjà tu peux nous raconter à quel moment tu pars de France et à quel moment la décision est prise de partir? Parce qu'en plus, d'un point de vue un petit peu logistique, c'est possible que l'espace aérien soit bloqué par le pays à ce moment-là. Donc c'est aussi une décision qui doit être prise très rapidement. Comment tout ça se passe? Là, on était dans une urgence préparée, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà l'idée chez nous de pouvoir aller au Liban, déjà parce que l'actualité autour du Proche-Orient était assez permanente, qu'il y avait les commémorations du 7 octobre qui approchaient, et qu'on sentait bien depuis quelques jours que le centre de gravité, je reprends l'expression d'un haut responsable israélien, s'était détourné vers le nord. Donc il y avait déjà quelque part dans notre tête l'idée peut-être d'aller à Beyrouth avant d'envisager autre chose. On a regardé, qu'on a commencé à prendre un petit peu des informations. Est-ce qu'il y a des avions? Est-ce qu'il y aurait la possibilité de s'installer quelque part? Quels sont les risques, les intérêts? Et en fait, la mort d'Hassan Nasrallah a accéléré le processus. C'est un événement qui, en lui-même, suffit à justifier que l'actualité et que tous les regards soient braqués vers cet endroit du monde. Et dès qu'on a vu qu'on avait un avion, là, on a fait les valises express et on est parti le plus vite possible. Parce qu'aussi, on est un média d'info en continu. Et l'idée était de dire, on va vous le faire vivre sur place parce que c'est aussi le fondement de notre métier. Là, on l'entend dans ton direct, et on entend la ville, on entend des gens. À ce moment-là, tu es installé où? Là, on était installé pas très loin de notre hôtel. Alors, il y a une particularité à Beyrouth, c'est qu'il y a des quartiers assez communautaires et qu'on arrivait aussi dans une ville qui commençait à être la cible de bombardements. Ça concernait principalement les quartiers sud, en tout cas ce qu'on appelle la banlieue sud de Beyrouth. C'est un mot un peu générique. Et nous, on s'était installé dans un hôtel qui était au nord-est, dans un quartier plutôt chrétien, là où il y a beaucoup d'ailleurs d'universités françaises. Et ça nous permettait à la fois d'être rapprochés de ce qui se passait, d'être au contact des Libanais. On pouvait aussi se déplacer dans la ville, mais d'être à bonne distance, entre guillemets, des endroits les plus dangereux, parce qu'il n'est pas question non plus de se mettre en danger. Ce qu'on a envie, c'est aussi de faire entendre le bruit de la rue, le bruit d'une ville. Ça se fait dans les reportages, mais on essaye aussi de le faire en direct sur des séquences comme ça, parce qu'on a dans ce cas-là des micro-casques en fait, qui permettent à la fois nous de nous écouter, de nous entendre, d'entendre ce qui passe à l'antenne, mais aussi à la fois de parler et puis d'avoir quelques micros d'ambiance qui sont autour. Et ça permet aussi quelque chose qui me paraît important, c'est que les gens qu'on invite sont dans leur élément. C'est-à-dire que c'est nous qui allons chez eux. On peut maintenant passer en Turquie. Je peux prendre ma famille, mes enfants et passer en Turquie. J'ai de l'argent, alhamdoulilah, mais je ne veux pas. Je veux être ici à côté de ma famille, de ma mère, de mon père. Donc là, on entend le témoignage de Shalki, qui est un Libanais. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots l'histoire de ce monsieur? Il nous servait de chauffeur. On avait 2 déplacements à faire dans la journée et c'est lui qui est arrivé avec sa voiture. Évidemment, on n'a pas sorti le micro tout de suite en disant tiens, vous conduisez, vous habitez Beyrouth, vous allez nous raconter ce qui vous arrive. Sauf qu'en fait, on a discuté d'abord pendant quelques minutes. Il y avait Arthur avec qui on travaille, qui vit à Beyrouth, qui était installé à l'avant, qui discutait avec lui en arabe.
Et au bout de quelques minutes, quand il a compris qu'on était des journalistes français à l'arrière, il s'est mis à nous parler en français, parce qu'il y a beaucoup de francophones aussi à Beyrouth, et en l'occurrence, Chalki parlait français. Au fil de la discussion, compris qu'il était pas seulement un chauffeur de taxi, mais quelqu'un qui était directement concerné et touché par ce qui se passait depuis 2 jours. Donc ça devenait aussi potentiellement un témoin qui avait des choses à raconter. C'était d'autant plus intéressant qu'il nous racontait qu'il était confronté, lui, à la question de quitter sa ville ou d'y rester. Il y a des habitants de Beyrouth qui, eux, cherchaient tout simplement aussi à envoyer leurs enfants, par exemple, dans une maison de campagne. Ça peut être au nord, ça peut être dans les collines autour, tout simplement pour se mettre à l'abri. Alors parfois c'est quelques kilomètres, parfois c'est beaucoup plus. Et là, il y avait cette réaction inverse de dire, moi, si je veux, je peux partir, sauf que c'est hors de question parce que mes parents, moi, ils ne vont pas quitter cette ville et c'est hors de question que moi, je quitte mes parents. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu utiliser ce témoignage parce qu'il était aussi révélateur de choses qu'on avait vues et qu'on avait entendues. Comment, quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, on fait pour rencontrer ces personnes et pour avoir et recueillir leurs paroles et leurs témoignages? On travaille avec les gens sur place, on a des gens qui calent ces invités. Est-ce que tu peux nous dire, dans un pays autre comme ça, en édition spéciale, comment ça se déroule? Ici, c'est une ville où on a déjà un certain nombre de contacts. La deuxième étape, c'est à la fois de chercher ce qu'on a envie d'entendre. C'est-à-dire, oui, on va faire par exemple une édition spéciale, d'accord, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut faire une analyse de la situation géopolitique? Ça peut se prêter à certains sujets. Dans ce cas-là, on va plutôt aller chercher des experts de ce point de vue-là. Est-ce qu'on a envie tout simplement d'entendre dans une ville la réaction de certains habitants pour savoir ce qui se passe? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher dans certaines communautés, dans certains métiers? Il y a certains sujets où ça va se prêter sur, tiens, là, je vais chercher un militaire. À Beyrouth, sur le côté communautaire, il y avait l'idée de dire, tiens, il faudrait aussi qu'on arrive à entendre des gens qui ont été déplacés et qui vivent dans la rue depuis 1, 2 ou 3 jours. Il faut qu'on arrive à avoir la réaction toute simple d'un habitant qui a entendu cette explosion il y a 2 jours et qui va nous raconter, lui, il n'habitait pas à l'endroit où ça a explosé et pourtant, à quelques kilomètres, il l'a entendu. On va chercher aussi des gens de différents âges. Tout bêtement, ça pouvait être, nous, d'essayer d'avoir une génération qui soit née dans les années 60-70, c'est-à-dire qui ait connu dans ce pays tous ces bouleversements, la guerre civile, les précédentes guerres avec Israël, que ce soit en 2006 ou dans les années 80. Et donc, dans cette variété de profils, on va nous lancer des invitations, chercher des discussions, travailler dans le cas de Beyrouth avec les correspondants qu'on a sur place et avec qui on travaille aussi régulièrement, qui, eux, vivent là-bas, donc connaissent et peuvent nous aiguiller. Et puis, il peut y avoir les démarches qui se font un petit peu au jour le jour, c'est-à-dire qu'on lit aussi ce que dit la presse locale, ce que font parfois d'autres journalistes français. En l'occurrence, il y a des médias francophones à Beyrouth. Il y a L'Orient le Jour, qui est le premier journal francophone qui traite évidemment cette actualité très largement. Quand on repère par exemple un sujet qui peut être intéressant et qui peut parler à un public français, qui peut illustrer une situation, on va essayer de prendre ces contacts-là. Et au milieu, il y a des fois où ça ne va pas marcher, il y a des fois où ça peut être des rencontres qu'on fait de nos visites dans la ville, des endroits où on veut aller, on travaille avec des fixeurs et tout ça donne un mélange à la fois de choses qui marchent, parfois de choses qui ne marchent pas, mais d'essayer d'avoir des témoignages qui soient à la fois variés et puis qui aient une pertinence que vous allez nous raconter. En fait, la personne d'à côté aura peut-être pas la même chose à raconter et moi je ne peux pas la raconter parce que je ne l'ai pas vécu. C'est ça qu'on va chercher.